How do you dub? Faire son préamp virtuel dans Ableton Live. Virtuel parce que c'est en digital, mais pas virtuel du tout, dans le sens où si vous avez une carte son qui tient la marée, et même en ajoutant un peu de latence, parce que c'est pas de la musique vraiment en direct, c'est pas comme quand on joue un plugin, on a besoin d'entendre le son du piano directement dès qu'on appuie. Là, on peut dealer quand même avec un petit peu de latence, jusqu'à 20 millisecondes, 30 millisecondes, c'est correct. Donc voilà, quand ça fonctionne très bien. Donc le truc, c'est quoi un préamp pour ceux qui ne sauraient pas? Donc un préamp, c'est une machine comme ça qui est dans le milieu du reggae dub UK. Et voilà, c'est des machines artisanales mais professionnelles. Et c'est comme une machine, et dans une machine, il y a plusieurs éléments. Donc il y a les entrées, qu'on peut voir ici à la verticale, les entrées micro, les entrées line. Peut-être zoomer un peu. Hop, waouh. Donc les entrées line pour les platines ou autre chose, les entrées phono line pour les deux platines vinyle ou des platines CD. Voilà, un crossfade, la section pour le casque. Ici, on voit en bas de toutes les pistes les deux auxiliaires, 1 et 2. Voilà. Et bon, même si je connais pas tout là-dedans, ici, voilà, on peut voir qu'on coupe chaque bande. On peut couper les bas médiums, les hauts médiums et les aigus avec des interrupteurs. Et il y a sur celui-là deux modules avec plusieurs boutons qui s'appellent des paramétriques et où on peut sélectionner des fréquences, créer des résonances, remettre en valeur certaines parties de, des disques qui sont diffusés dans le préamp depuis les platines. Donc voilà. Je m'étale pas dessus parce que j'y connais pas grand chose. Là, ce qui se passe dans la page d'Ableton, ça sera d'essayer au mieux de faire une machine qui puisse tourner comme ça. Et bien sûr, après, une fois qu'elle est montée avec les automations MIDI, voilà, l'avoir sous la main. Donc ça peut être toujours utile pour ceux qui n'ont pas de préamp ou voilà, ou quand on doit voyager pour aller mixer à droite ou à gauche, d'avoir juste un contrôleur et un truc qui tourne vraiment, ça peut être correct. Donc le schéma, avant d'entrer dans la page d'Ableton pour comprendre l'organigramme de ce qu'on va y faire. Donc en vert foncé, on a la partie physique, c'est-à-dire l'ordinateur et la carte son. Donc ce gros rectangle vert foncé, c'est l'ordinateur et la carte son. Et ces petits pointillés avec micro-sirène, platine A, platine B, ce sont les entrées de la carte son. De l'autre côté, nous avons les sorties de la carte son. On utilisera la plupart du temps le gauche-droite, le main, gauche-droite. Et pour ceux qui ont une carte son à multi-sortie et qui désirent même envoyer tout ça en multibande dans 3 amplis ou 4 amplis, on peut utiliser les sorties des cartes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, parce qu'il y aura aussi un crossover à la fin. Donc, hop, dans le bon ordre. Donc forcément un micro pour animer, une sirène pour mettre de la sirène et des platines pour la musique. Tous ces entrées physiques rentrent dans la carte son. De la carte son, ils sont assignés dans Ableton à des pistes. Donc il y aura une piste micro avec en insert un EQ et un compresseur. Une piste sirène avec sur cette piste chargée une sirène plugin qui est audio aussi. Et quand je dis qui est audio, c'est-à-dire que c'est une sirène, un plugin que j'ai là, et on peut lancer des sons depuis cette sirène ou faire passer une sirène à l'intérieur de ce plugin et se servir de la chambre d'écho qu'il y a dans le plugin. Bref, et ensuite les platines, quand on utilise les platines internes, c'est-à-dire 2 pistes Ableton qu'on assignera en platine A, platine B. Toute la section platine va dans une section d'égalisation, donc il y aura le 10 bandes, comme on a vu. Donc il y aura ce 10 bandes émulé en 8 bandes. Et à la suite, on aura aussi 2 paramétriques pour émuler un peu cette section. Sûrement beaucoup moins poussé que des vraies machines, mais suffisamment intéressant au son. Voilà. On aura aussi, voilà, c'est tout pour cette section après les platines, et la possibilité de le couper en 4 bandes. Voilà. Donc généralement, ce crossover est à la fin. Mais c'est intéressant d'en avoir un ici, comme ça on peut facilement couper les bandes et mettre des effets que sur des bandes sélectionnées
au lieu que les effets, quand on lance de l'écho, de la reverb, aillent sur toutes les bandes et qu'ils soient filtrés sur la section des effets return. Donc oui, ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui connaissent rien à cet intérieur. Ça ne dit pas grand-chose, ceux qui connaissent un peu, ça leur dira quelque chose. Et voilà, de toute façon, vous comprendrez au fur et à mesure. Tout à l'heure, ça arrive. Ensuite, toutes ces sections, c'est-à-dire la chaîne du micro, de la sirène et les 4 bandes de ce qui sort des 2 platines, donc low, low mid, mid high et high. Tout cela peuvent passer dans 4 auxiliaires, une distorsion, 2 delays différents et une reverb. Voilà, et ensuite, la totalité de tout ça va d'une part dans le bus master d'Ableton qui sera relié au main LR, donc votre sortie principale de carte son. Et si vous avez une carte son multi-sortie, vous pouvez vous servir de la sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour sortir en 4 voix ou même sortir en 2 voix sur un système à 2 amplis ou sortir à 3 voix. Bref, le crossover de sortie, du coup, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Et ça passera par des pistes effect return, mais destinées à cet effet. Donc voilà, je pense que tout est expliqué, tout ça, ça rentre, ça sort, donc voilà, le préamp, c'est parti. Donc pour commencer, il nous faut des platines. Donc des platines, c'est simplement deux pistes audio qui auront été ouvertes, où on va glisser nos morceaux. Voilà, afin de pouvoir jouer les morceaux. Donc petit truc, si on a des platines de brancher en externe, on choisit l'entrée audio from, external in, et si on a une platine branchée sur 1, 2 et 3, 4, on va choisir 1, 2 et 3, 4 et mettre ces valeurs ici. Voilà, donc admettons c'est ça le topo. Si je veux entendre ces platines, donc je vais mettre autre chose que j'ai le micro là. Voilà. Donc si je veux mettre ces platines en écoute externe, il faudra simplement passer sur Monitor In. Et voilà, le son passera par la platine. Les platines qui sont là iront dans les filtres qui sont là, les premiers filtres, on verra tout à l'heure, et dans les effets et dans la sortie. Donc voilà, en se mettant en Monitor In, on aura accès à ce qui vient de l'extérieur de l'ordi. Et en étant en auto, on se retrouve avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordi. Voilà, le mode auto aussi se met en mode in si on enclenche l'enregistrement en bas, mais généralement quand on fait de la diffusion, on s'en sert comme platine, on ne se soucie pas de ce bouton enregistrement. Donc voilà, ensuite on clique en bas à droite sur la petite croix pour faire apparaître le crossfade section. Donc simplement, on peut assigner sur A ou sur B n'importe quelle des pistes d'Ableton. Donc on prend ces deux pour les platines et le crossfade sera contrôlé via ce crossfade ici, qui peut être assigné en MIDI. Ok. Petit exemple. Couper la basse. Ok. Donc voilà. Rien de très impressionnant, mais ça peut aider même si on mixe à une seule platine. Par exemple, de placer toutes les sélections sur la platine A et de l'autre côté, disposer des samples vocaux ou autre chose et de pouvoir se placer au milieu pour lancer des samples à des moments. Bref, toujours utile, peu importe la situation. Donc voilà, on a nos platines. Ensuite, à côté des platines, donc on va visiter la page que j'ai fait et refabriquer certains des effets crack quand ça sera nécessaire, parce que sinon ça aurait été encore plus long. Donc on a la piste micro qui est là. Je peux faire apparaître les sends peut-être. Hop, on a les sends. Donc voilà, j'ai ma piste micro. Je peux la mettre sur le micro sur lequel je suis en ce moment. Je vais baisser le volume parce que sinon on aura trop de volume. Voilà, et cette piste micro, pareil, elle devrait être mise en monitor pour avoir directement le son qui vient de l'extérieur, donc sur In. Voilà, elle est sur In. Du coup, ma voix passe dans le programme et passe par ce premier rack que j'ai fabriqué. Donc je vais baisser le son, hop, voilà. Donc un premier rack que j'ai fabriqué où j'ai mis un compresseur, un égaliseur.
Ensuite, il y a un gate et un compresseur à la fin. Donc dans ce rack, tout ça est disposé, mais je ne le regarde pas spécialement. La plupart des réglages dont j'ai besoin sont déjà emmenés en façade. Donc par exemple, si je veux changer les fréquences aiguës, rajouter un peu d'aigus dans un plateau, j'ai dû mettre quelque chose. Hop, je ne mets pas trop fort parce que du coup j'ai 2 fois la voix. Bref, donc l'égalisation peut se faire ici, la compression peut se faire ici, l'envoi des effets peut se faire ici. Ok, dub. Et je pense que c'est... Voilà, donc en gros c'est pour expliquer le concept de comment fait la voix pour traverser le logiciel. Voilà, donc ça, c'est plus ou moins expliqué. Je dis plus ou moins parce que je pourrais rentrer en détail, savoir ce que j'ai mis en façade, mais bon, je vais juste vous expliquer vite fait. Donc j'ai mis pour le compresseur le threshold, c'est-à-dire à quel moment il va se mettre à compresser. J'ai mis sur... D'ailleurs, j'ai mis plusieurs trucs. Du compresseur, j'en ai mis 4. Donc le threshold, là où il va commencer à compresser. De combien il va compresser, est-ce qu'il compresse beaucoup ? C'est-à-dire moins l'infini sur 1, il limite carrément. Ou est-ce qu'il va compresser un tout petit peu ? Ensuite, il y a l'attaque du compresseur. Donc moins j'aurai d'attaque. Et là, on le voit sur la droite, plus ça compresse tout de suite la prononciation. Et si on veut compresser le corps de la voix, on va compresser un petit peu à 30, 60, 80. Enfin, on peut aller plus loin. On va laisser l'attaque passer pour bien entendre la prononciation. Bref, un output gain, parce que si je compresse beaucoup, j'aurais besoin de remettre du gain un petit peu. Donc voilà un peu pour le compresseur. Et sinon, sur les 4 d'en haut, j'ai assigné simplement des parties de l'égaliseur. Donc là, je vois que j'ai mid-fréquence, le gain de la mid-fréquence, donc c'est le numéro 2 que j'ai assigné. Et voilà, le high mid avec un gain de high mid. Voilà, ce drum rack, il a été aussi calibré. C'est-à-dire que, admettons que je prends un paramètre, je fais un clic droit, map tout. Donc je map vers un des boutons macro, je peux les calibrer ici. Et donc dans la calibration ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, j'ai limité les EQ, moins 9 dB à plus 9 dB, parce que pour la voix, il n'y a pas besoin d'égaliser beaucoup plus quand on est dans un environnement contrôlé. Et puis calibrer aussi le compresseur avec un ratio minimum, avec un threshold minimum ou maximum. Voilà, l'attaque du compresseur, bref, voilà. Et puis des fourchettes de fréquence aussi pour les Q. Simplement. Donc ça, c'est à chacun de voir, mais c'est tout le temps intéressant de bien calibrer les boutons, du moins les automations qu'on va lier directement au macro-contrôle, parce que comme ça, les macro-contrôles, au lieu d'avoir toute la plage d'un fader, que ça soit sur un EQ ou un comp, aura juste la plage utile. Et ça permet de rester concentré au lieu de se dire waouh, je suis sur des boutons MIDI et puis là, si je pousse trop, ça va barder. Donc on peut calibrer les machines par rapport à leur rôle. Donc voilà, ça c'était pour le micro. Ensuite, après le micro et les platines, on a la sirène. Donc la sirène, pareil, j'ai mis un plugin dans un rack. J'ai relié quelques fonctions de ce plugin, comme le déclenchement de la sirène se passe par le bouton trigger. Voilà, donc en mettant une automation d'un bouton simplement sur ça, comme il y a déjà, c'est le A majuscule apparemment. Hop. Donc voilà, avec différents trucs dans la sirène, un petit delay déjà dessus, un pitch, un LFO. Donc voilà, ça c'est la sirène. Donc cette sirène, c'est moi qui ai monté ce plugin dans Synthedit. Il est disponible gratuitement sur mon site Childrum Record, Wix Childrum Record, avec une courte notice en PDF, et il est gratuit. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est juste, mais c'est même pas un son, quoi. C'est un son qui a été choisi comme ça, et
je le fais varier avec différents paramètres. Dans ce plugin, il y a déjà 64 presets de son qui ont été réglés. Donc je pense que je ferai un tuto en particulier sur ce plugin pour comprendre comment il fonctionne. Parce que c'est qu'une sirène, mais il y a certains concepts de routage de LFO et tout ça qui sont dans les synthés. Et aussi, c'est la fameuse sirène où si j'ai une autre sirène de brancher à l'extérieur, une vraie sirène, en éteignant cette petite LED qui est ici, du coup, ça coupe l'oscillateur interne de la sirène et on peut modifier nos sons et passer dans des LFO, dans le delay et les filtres, une sirène externe. Donc voilà, ça s'appelle Tones, c'est gratuit chez Drum Record. Donc plus tard. Voilà un EQ et une saturation, vu que c'est un plugin et que c'est des oscillateurs digitaux assez simples. Il y a donc un peu de saturation à la fin. Voilà. Donc c'était la longue parenthèse de la sirène. Donc après cette sirène, on a le premier crossover dans lequel va aller les platines. Donc les platines, revenons vite fait aux platines, ces platines, elles vont être routées dans toutes ces pistes qui sont en fait la bande basse, les médiums, les hauts médiums et les aigus. Donc avant d'aller dans ces pistes, la platine, elle passe dans deux plugins déjà. Donc le premier qui va simuler les 8 bandes qui sont là. Donc là, il y en a 10, mais dans le plugin, il y en a 8. Ok, donc on a les 10 bandes ici, on va tester vite fait. Voilà. En gros, donc pour recalibrer certains morceaux ou alors un ensemble, pour faire venir vos boutons à la valeur par défaut, on appuie sur Sup, on sélectionne un bouton, on appuie sur Sup et ça le remet à la valeur par défaut de comment on a préparé le plugin. Donc pour fabriquer ce 8 bandes, j'ai juste pris un Equalo à 8 bandes. Et chaque bande sont des filtres en cloche. Alors qu'est-ce qu'on appelle filtre en cloche? Par exemple, si je monte le 130 Hz, vous voyez, ça fait une cloche à 130 Hz ou ça enlève une cloche. Donc voilà. J'ai disposé les cloches à certaines fréquences. Donc en commençant par 65, vu qu'il y en avait 8, je ne pouvais pas les toucher aux 30. Donc 65, 130, 250, 500, 1 kg, 2 kg 5, même si ça ne veut pas dire grand-chose, voilà, c'est là. Enfin, j'entends bien, pas pour tout le monde. Donc voilà. Et ensuite, après ça, il y a le fameux truc du paramétrique. Donc je remets un peu de son. Donc c'est un paramétrique où je peux choisir une fréquence. Voilà, et la mettre vraiment en valeur. Je peux même monter les très bas avec celui-là. Voilà, et dans le même rack, il y en a deux. Il y a un paramétrique pour les basses fréquences et un paramétrique pour les hautes fréquences. Donc voilà, ils ont été calibrés pour que celui qui s'occupe des hautes fréquences commence à 1 kg et puisse traiter jusqu'à 12 kg. C'est là vraiment où on a le corps des hi-hats.
Et celui qui s'occupe des basses commence au minimum qu'on peut dans Ableton 9, c'est-à-dire 30 Hz, et couvre jusqu'à 500. Bon là c'est une calibration que j'ai fait, ça me convenait comme ça, vous pouvez calibrer comme vous voulez. Voilà, et vu qu'il y avait ça sur les filtres dans Ableton, j'ai aussi mis en façade les LFO, ça peut être intéressant même. Nouvelle technique, on se sert de la main invisible. Ce que j'appelle la main invisible, c'est les automations des programmes modernes. Bon, forcément, quand on exagère, ça fait du chewing-gum. Mais délicatement, c'est pas mal. Avec une vitesse correcte. Voilà, et forcément la même chose sur les hautes fréquences. Qui du coup est plus pratique avec le LFO, même si on peut le travailler sur les basses. Mais ici c'est joli. Donc juste avec un filtre, sans même mettre de phasing, pour l'instant on a déjà un semi-effet de phasing. Donc c'est comme si on a un pote qui est en train de tourner les boutons, des parames, pendant que nous on fait autre chose. Ok. Bon voilà, alors maintenant regardons à l'intérieur de ces machines, vite fait. Donc on a vu déjà pour les Q à 10 bandes. Maintenant à l'intérieur du rack des paramétriques. Donc à l'intérieur du rack des paramétriques, il y a des autofilters. Donc il y en a un qui est, je pense que je vérifie, voilà, les deux sont en bande passe en fait. C'est simplement un bande passe. Et ce que j'ai mis en automation en façade, c'est le bouton de fréquence qui s'occupe de la fréquence et le bouton de résonance qui s'occupe du gain de cette fréquence. Voilà. Donc il y en a un pour les low, un pour les high. Voilà, et ensuite ils ont été calibrés. Quand je dis calibrés, c'est encore le même endroit. Donc en cliquant sur Map, une fois qu'on a assigné nos boutons, en cliquant sur Map, c'est là où j'ai calibré la machine. En fait, en numérique, généralement, ce qui va se passer quand vous fabriquez du son, c'est surtout ça qui va faire que votre son aussi change d'un autre. Bien sûr, il y a la qualité des plugins et tous ces trucs-là. Mais généralement, un plugin, c'est qu'il a une couleur, donc il a été égalisé de telle manière, il est plutôt obscur, plutôt brillant, il a ceci, cela. Bref, je pense que la calibration des machines, c'est comme en électronique, chaque calibration a son avantage. Et surtout, c'est une identité, quoi. Donc le fait de calibrer et de choisir de combien ça va pousser, de combien ceci, combien cela. Voilà, et les deux dernières choses, ce sont les LFO, donc la dose de LFO, ou profondeur, et la vitesse. Donc assigné à tous les macros, quoi. Voilà, donc peut-être pas mettre toute l'automation, à part si on a un énorme contrôleur MIDI avec plein de boutons, mais au moins pouvoir s'arranger pour avoir ces paramétriques sous la main dans les boutons et les préampes, on peut le régler sur l'écran ou avoir une autre page sur le contrôleur. Bref, je dis bref pour faire croire que ça peut aller plus vite, mais ça ira à la vitesse où ça va, quoi. Donc ensuite, voilà, on a fini. Donc les platines vont dans tous ces systèmes pour pouvoir modifier le son, déjà avant même de couper ce son en 4. Pour couper ce son en 4, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé 4 pistes audio et j'ai sélectionné ces 4 pistes audio. Et ensuite, j'ai dans Audio From, voilà, on choisit ce qu'on veut envoyer dans Audio From. Donc je lui ai demandé d'envoyer cette piste groupe où il y a mes 2 platines qui s'appellent Dex. Voilà, il le prend. Donc maintenant, toutes ces pistes, cette piste-là va en même temps dans les 4 pistes. Ok, et cette piste elle-même, au lieu d'être assignée sur le master en sortie, elle sera assignée sur le send only. On n'a pas besoin que le son sorte ici et aille dans le master, parce que le son, ce qu'on veut qu'il fasse, c'est qu'il sorte de là et qu'il aille dans ces pistes. Voilà. Donc une fois qu'on les a assignés, sélectionner les 4, et puis assigner, ça va assigner les 4 en même temps, deck en post-mixer. On le met sur in, toutes ces pistes, et donc on a le signal
quand on appuie ici, qui sort par ces 4 pistes. Voilà, qui elles-mêmes ne vont pas directement dans le master, mais qui vont y arriver à un moment. Voilà. Donc ensuite, sur ces pistes, tout simplement, pour créer le premier crossover, je me suis servi du multiband dynamique, donc le plugin de multiband dans Ableton. Et le truc, en fait, c'est que c'est un compresseur multiband pour avoir son utilisation plus tard. Et on peut couper donc forcément en plusieurs bandes le signal. Donc on choisit une seule bande. Ici, pour le premier filtre, j'ai pris les basses fréquences, donc j'ai coupé large, mais c'est pour l'exemple 120 Hz. Et ensuite, on vérifie simplement que donc, ces 3 petites cases, on va sur le A pour above, c'est-à-dire voir s'il y a des compressions d'enclencher, mais par défaut, Ableton est sur 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune compression qui se passe en fait. Si on veut de la compression, on commence à descendre la souris et là on passe à 1 sur 2, 1 à 1 jusqu'à 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est marrant, tiens. Hop. Donc voilà, on les laisse sur 1 sur 1 et on choisit la première bande dans la première colonne. Voilà, ensuite, cette utility que j'ai rajoutée là avec une réduction de moins 6 dB en sortie, c'est pour pouvoir, j'ai ces bandes d'assigner à un contrôleur ici. Donc, au lieu de le calibrer lui aussi, je descends de 6 dB ici, comme ça je peux pousser 6 dB là-bas et il n'y a aucun problème, je suis tout le temps au même résultat. Bref, c'est juste un petit truc ici. Sur le low mid, j'ai mis solo sur la deuxième bande du coup, du plugin. Et ça prend donc de 120 à 500 Hz. Donc quand on appuie solo forcément sur une bande, on va faire un exemple alors comme ça. Comme ça. Donc voilà, là j'ai que ma bande. Si j'avais pas mis solo, j'ai tout le son et je peux compresser chaque partie. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse, là c'est isoler les bandes. Donc là on était rendu à la deuxième bande. Voilà. Ensuite, donc on avait dit 120 jusqu'à 500. Pour le mid, j'ai encore fait solo sur la bande du milieu, mais j'ai mis 500 jusqu'à 5 kg. Ce qui donne ça. Voilà, et sur la dernière, les highs, forcément de 5 kg, en faisant solo sur la première bande aiguë, de 5 kg jusqu'à 20 kHz. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce plugin? C'est vrai que quand on mute tout, on voit plus rien. Donc, ok, voilà. Donc, on a nos 4 bandes. On va tester sur un autre cut parce que là, ça va. Ok. Donc déjà, là où on en est rendu, on peut envoyer un petit peu de sirène. Donc voilà, on se retrouve avec nos bandes. Et la sirène qui fonctionne. Donc maintenant qu'on a les entrées, donc sirène, mic, les platines, que les platines vont dans le premier crossover qui sert à muter les fréquences. Maintenant on va s'occuper des effets. Donc les effets, il y a 4 auxiliaires de créer. On va voir ça tout de suite. 4 auxiliaires de créer. Le premier est un drive, donc comme une sorte d'overdrive. Donc je vais afficher les sends aussi. Je n'ai pas encore mis toutes mes automations MIDI. Voilà. Donc le drive, cette saturation que j'ai mis, est destinée à la basse pour envoyer justement, admettons, que les fréquences basses dans de la distorsion.
Et cette même distorsion, on peut aller dans de la reverb. Voilà, bon, c'est aussi intéressant de l'envoyer sur d'autres choses, ça épaissit le son. Ça peut aider certaines parties d'enregistrement à passer si elles sont trop discrètes. Donc voilà. Donc cette distorsion ou ce drive, donc la plupart, à part le plugin de Sirène, qu'on verra dans un autre tuto, tout a été fait avec les éléments qu'il y a dans Ableton. Donc le tuto va être un petit peu long, regardez-le en épisode si vous voulez, mais du coup je pense qu'il y aura tout sur juste avec ce qu'il y a dans Ableton, comment délirer avec, quoi. Donc voilà, toujours sur le principe des effets rack, donc on peut peut-être faire une toute petite parenthèse à savoir comment on fabrique un effet rack, juste au moins ça sera dans cette vidéo au lieu d'aller zapper dans une autre. Donc pour créer un effet rack, on sort les effets dont on a besoin, donc admettons un simple delay et avec ça un flanger. Bon, c'est une idée comme une autre, c'est juste pour expliquer le concept, quoi. Donc voilà, on voit qu'on a des fonctions de ces trucs-là qu'on veut en façade. On n'est pas obligé de toucher à tous ces boutons, donc on va grouper en faisant CTRL-G ces deux effets, ouvrir les macro-contrôles, et depuis les macro-contrôles, par exemple, pour le delay, on peut déjà faire un clic droit. Alors sur le simple delay, sur d'autres delays, vous faites clic droit, et en sélectionnant Repitch, ça vous donnera un delay qui se déforme un peu plus comme un delay analogique plutôt que les autres modes. Donc le mode Repitch est intéressant pour que ça soit des effets gluants, quoi. Voilà, le mettre en mode millisecondes, et assigner la vitesse par exemple sur le macro 1, assigner le feedback sur le 2, le dry wet on n'en a pas besoin, et ensuite par exemple la dose de LFO du flange, et la vitesse du LFO du flange. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné et puis assigné, on va dans Map, et comme je répète, je pense pour la 3e fois, on calibre nos machines en fréquence, en temps, en ce qu'on veut, pour que la course du bouton macro ne concerne que ce qui nous est nécessaire. Et donc voilà, en gros, voilà comment tous ils ont été faits, bon, avec un peu plus de temps quand même, mais fait comme ça. Donc dans le drive, pour un peu détailler ce qu'il y a là-dedans, il y a un premier EQ avec un cut à... Alors il est où ce cut ? Il y a un petit trou que j'ai mis, là, 98, j'ai remarqué que la grosse caisse dans la distorsion, dans le drive, elle tape vraiment beaucoup ici. Donc on peut vérifier comme ça. Donc ça a beau être coupé, on entend bien qu'elle tape, mais quand cette fréquence n'est pas coupée, ça tape vraiment beaucoup plus. Donc voilà une première correction avec un EQ. Ensuite, il y a l'overdrive, et sur l'overdrive est reliée la fréquence de cet overdrive, ici, le Q, donc la largeur. Voilà. Ensuite, je pense qu'à l'EQ, voilà, il y a un low cut qui va que jusqu'à 250 parce qu'on n'est pas obligé de tout couper, sinon ça ne sert à rien d'avoir un effet. Donc c'est un low cut pour, en fonction des lignes de basse et du grave qu'il y a dans le morceau, de réduire un peu ce qui va rentrer dans l'overdrive. Ok. Donc ensuite sur l'overdrive, il y a aussi le paramètre dynamique et le dry wet d'assigner. Et après tout ça, j'ai mis une reverb. Donc je vais l'enlever de la reverb par cet aux. Voilà le son de cet overdrive, plus ou moins, sans rien. Donc dans ce rack, il y a déjà une reverb avec un minimum de 10% de reverb par défaut. Et je peux, voilà, comme ça je peux gaver de reverb. C'est pas spécialement pour exploser, comme si j'allumais la grosse reverb qui est ici. Cette reverb là, elle a plus un rôle
de rendre le signal moins sec et un peu plus distant, quoi. Voilà, là on s'en rend pas compte parce que c'est joli que la basse qui ronfle, mais quand on a tout le monde, c'est parfois nécessaire de le faire disparaître un petit peu, quoi. Donc voilà l'effet d'overdrive dans un petit rack, un effet rack. Donc c'est vrai qu'au prime abord, quand on ouvre cet overdrive, il sonne pas, ou on a l'impression qu'il sonne pas, mais il faut pas hésiter à égaliser avant ou après. En fait, quand on voit d'autres plugins, on se rend compte qu'il y a tout le temps, tiens, l'overdrive, ils ont mis un EQ avant, ils ont mis un truc après. Il suffit d'imiter avec ces outils. Ce qu'il y a de bien avec Ableton, c'est que quand on utilise ce qu'il y a à l'intérieur, on a rarement de la latence sur les plugins. Vous voyez, quand on a la souris sur le plugin, en bas à droite de l'écran, on peut lire A drive, préamp, FX, drive, chain, latency, 0 sample. Donc dans Ableton, quand on pose la souris quelque part, il nous dit combien de latence induit ce plugin. Donc par exemple, cette reverb induit 0,18 millisecondes. Donc c'est quand même pas grand-chose. Bref, donc c'est un bon avantage quand on veut bosser avec beaucoup de plugins, de garder pour les gros plugins quelques pistes et sinon connaître au maximum ce qu'il y a dans le programme. Je pense que ça marche dans les autres programmes aussi, d'utiliser les programmes internes. Faut juste apprendre à s'en servir, quoi, je pense. Même s'il y a mieux, il y a toujours mieux, mais bon, comme dirait l'autre, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Donc le deuxième effet, c'est un delay que j'ai appelé Preamp FX Delay 500 parce qu'il s'arrête à 500 millisecondes. Donc voilà, avant ça, pour le tester. Donc les delays, on va parler des deux en même temps. J'en ai calibré un sur 500 millisecondes au maximum. Et le deuxième, il s'appelle bien sûr le delay 1000. Donc il va à 1 seconde maximum. Ce qui fait que les mêmes positions de boutons ne donneront pas les mêmes vitesses, mais elles seront quand même à l'échelle. Voilà. Je remets la musique. Donc sur ces effets, il y a sur ces delays, donc il y a le time, le feedback, il y a un hold. Voilà, on a un hold. On a aussi un filtre de fréquence. C'est sûr que si je suis en hold, je ne vais pas entendre ce truc-là, donc je vais remettre là. Voilà, simplement des paramètres liés à la chambre d'écho qui est à l'intérieur. Donc le hold, comme je disais tout à l'heure, et ensuite un spread, parce que c'est un delay stéréo à la base, vu qu'on aime bien le mono à des moments, donc j'ai mis le paramètre pour pouvoir soit choisir le stéréo, soit le mono, soit entre les deux. Voilà. Donc maintenant, regardons à l'intérieur ce qui se passe. Donc ils sont souvent pas compliqués. Donc voilà, il y a juste un ping-pong delay. Donc j'ai choisi le ping-pong delay parce que c'est un de ceux qui a sur cette petite touche F, je crois, quand elle est automatisée. Voyons voir. Map to, unmap from hold, c'est ça. Donc cette touche F permet de faire la fonction hold. Donc c'est pas tous les effets internes à Ableton qui peuvent avoir cette fonction hold, c'est-à-dire que l'icône ne s'arrête jamais. Donc il y a ce petit hold. Et voilà, c'est surtout pour ça que j'ai pris ce ping-pong delay. Il est réglé en mode milliseconde, donc c'est à régler à l'oreille. Si vous voulez pousser un peu le truc, il reste 2 cases. Donc dans votre rack, vous rajoutez le mode 5, donc en mettant votre delay sur synchro, et vous assignez ce bouton sur un map qui est libre. Voilà, on aura synchro ici, il s'allume quand on tourne. Ou alors time. Donc quand on est sur time, ça sera ce bouton qui s'occupe de la vitesse. Et quand on sera sur synchro et que ça s'allume, ça sera ce bouton,
la vitesse. Donc c'est ça qu'on va assigner au dernier macro. Voilà, et ça on va l'appeler 5. Et ici 5 time. Ok, donc ça peut être utile si vos morceaux ont été warpés. Donc on fait une toute petite parenthèse, c'est-à-dire qu'on peut préparer un drum set dans un ordi et si c'est nos compos ou même des compos d'autres, prendre le temps de savoir quel tempo ils font, de caler bien au début et de caler bien à la fin, ce qui fait que tout le long du projet, les chambres d'écho pourront suivre la vitesse du morceau en cours. Voilà, et parce qu'on peut faire des automations de tempo où on peut écrire le tempo du morceau. Ici, admettons, si le morceau est à 120 ppm, et ben j'écris dans cette zone là qui s'appelle le scene launch, CTRL R, si je mets 120 bpm et que j'appuie, il va lancer avec le tempo à 120 bpm normalement. Voilà comme on peut le voir. Bon là ça nous change rien parce que j'ai pas warpé mes tracks, c'était pas l'intérêt. Mais je vous fais une parenthèse pour vous dire que si vous voulez synchroniser vos effets ou alors synchroniser vos envois, il faut d'abord warper tout ça en cliquant sur warp et en ayant conscience du tempo. Marquer le tempo dans les différentes scènes. Voilà. Ce qui permet une fois qu'ils sont warpés aussi de les jouer à d'autres vitesses et de pouvoir imiter le côté de ralentissement ou d'accélération de certaines sélections. Ce qui se passe sur une platine vinyle généralement, quoi. Et sur Ableton, on peut le faire aussi comme sur la platine vinyle, c'est-à-dire avec le pitch dans l'aigu ou le pitch dans le grave quand on passe de 33 à 45 tours, vice-versa. Vous voyez juste la fonction repitch dans le warp mode. On va pas parler de ça maintenant, mais voilà, renseignez-vous sur le warp mode, c'est du gros, c'est du sérieux aussi. Donc voilà, petit éparpillement dans la platine. Voilà, on a fini avec nos delays et on arrive sur la fin, donc la reverb. La reverb, même si je l'utilise que très rarement, j'ai mis une reverb d'Ableton toujours, assignée, comme je viens d'expliquer comment on peut assigner les différentes choses. Cette reverb se compose donc d'une reverb avec des boutons calibrés, un low cut en entrée, un pré-delay, le decay, donc la longueur de la reverb jusqu'à 12 secondes ici, et un hold aussi. Cette reverb a un hold. Est-ce que c'est pas magnifique? Et en dessous, un filtre high pass que j'ai appelé le high pass, petite dédicace high pass master, quoi. Un West, donc, et ce high pass, il est sur la reverb, donc on va faire un test simplement et envoyer du monde dans la reverb. Et choisir un redeem où il y a de la batterie tout de suite, sinon on n'a pas fini. Ok. Donc voilà, hein, la longueur, le hold. Et ce filtre à la fin. Voyons voir ce qu'il donne. Alors si on veut imiter le côté un peu step, il suffit de bouger son potard avec des saccades. Avec le temps, on prend le coup de main, quoi. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, vu qu'il y a des contrôles supplémentaires et qu'il me restait des contrôles, j'ai aussi mis un LFO sur le filtre qui est à la suite de cette énorme reverb. Donc soit on va dans l'expérimental,
tout à fond, hein. Et on perd de vue que c'est une reverb du coup. Ou alors on y va très lentement. Bon là c'est tout le temps ouvert, c'est pour la démo, mais admettons qu'on l'ouvre de temps en temps avec une vitesse d'oscillation comme ça sur le filtre. La reverb sera sensiblement différente à chaque fois qu'on l'ouvre en fait. Ok. Donc voilà pourquoi un filtre c'est utile après la reverb. Et donc ce filtre que j'ai appelé Preamp FX0 High Pass, c'est un effet rack qui est à l'intérieur d'un autre effet rack, qui a été groupé ensuite. J'ai pris la reverb et ce rack que j'ai fabriqué, je les ai groupés avant d'assigner tous les boutons. Voyons voir ce qui se passe dedans. Donc sur une des pistes, il y a le signal de la reverb qui passe. Ce même signal de la reverb, vu qu'il rentre dans ce rack, il passe aussi dans un filtre. Donc encore l'autofilter, mais du coup contrôlé de manière un peu différente, bloqué juste sur le high pass. Mais là, on dit le high pass, mais si on regarde bien la courbe, c'est plutôt une courbe de low pass. On est bien d'accord. Donc le truc, c'est qu'après ça, après cette courbe de low pass, on met un utility, on inverse la phase et ça devient un high pass. Ok. Et pourquoi faire ça plutôt que simplement allumer un high pass ici et de ne pas mettre d'inversion de phase? Eh bien, vous ferez l'expérience, ça sonne complètement différemment de le faire de cette manière-là. On a ce truc un peu plus sweet, un peu plus chantant quand on tourne le filtre, alors que quand on le fait dans le sens naturel sans créer d'inversion de phase avec le signal de la reverb elle-même et le signal de la reverb dans le filtre, il y a juste un ajout de fréquence et il n'y a pas cette espèce de... J'arrive pas à le décrire, mais ce son de filtre. On peut réécouter une seconde. Donc là, c'est le mode avec la phase inversée. Et maintenant, je vais remettre la phase à l'endroit, donc changer la position du filtre. Donc là, on peut voir que je suis en high pass sur le filtre, mais que ça garde que les graves. Okay. Donc je réinverse ma phase. On inverse la phase avec l'utility en cochant ces deux petites cases. Donc phase left, phase right. Donc ça inverse l'oscillation du son. Donc voilà, là, par défaut, il est à l'endroit. Écoutons avec un high pass. Bon, c'est pas moche, hein, mais voilà. Maintenant, la même chose. J'inverse en low pass, mais j'inverse la phase juste derrière le filtre. Derrière la reverb, il n'y a rien du tout. Juste derrière le filtre, inversé. Et on écoute. Alors je sais pas si on l'entendra, il faudra être au casque sûrement dans ce plugin. Mais voilà, donc la reverb à fond quoi. Ok, donc j'ai juste mis ça. Voilà, c'était pour vérifier. Vous pouvez aussi assigner sur les mêmes boutons, là par exemple le bouton des fréquences, si on veut éteindre complètement le filtre. Bon, moi je ne l'ai pas souhaité ici, mais on peut aussi assigner les boutons on-off sur le même bouton map. Et ensuite dans la calibration, ça va nous marquer un truc de 64 à 127 et il faut mettre le minimum sur 1. Comme ça, quand on commence à peine la course, ça allume le filtre. Moi je veux qu'il reste allumé.
c'était juste une parenthèse. Donc voilà, on a fait le tour, les reverbs. Et le plugin touche à sa fin. Le plugin, il n'y a pas que le plugin qui touche à sa fin là. Le tutoriel. Donc là, c'était sur nos 4 returns d'effets. OK, qui sont reliés à ces returns, ces send, pardon, A, B, C et D. Et les send E, F, G et H sont tous ouverts partout, même sur les effets. Et eux vont dans le crossover de sortie. Donc, même topo qu'en entrée, à ceci près qu'il y a là du coup un limiteur, mais pas un limiteur qui va tout écraser, vous inquiétez pas. J'entends déjà les trucs, oh, un limiteur en sortie de préamp. Non, on reste dans la tradition. Mais vu qu'on est dans le monde du numérique, c'est bien pour la conversion analogique, quand on l'envoie dans l'ampli, que ça ne dépasse pas le 0 dB numérique. Donc il y a juste sur chaque bande la même chose que sur les bandes du début du tutoriel, sauf qu'au lieu d'être sur 1-1 ici, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire transparent, il n'y a aucune compression, on est tout au bout à 1 sur l'infini, ce qui transforme ce truc en un limiteur radical. Donc c'est juste vraiment pour stopper les quelques pics qui pourraient arriver à ce 0. Mais le tout a été calibré pour que ça ne dépasse pas déjà -3 plus ou moins. Je mets le master à fond, voir ce que ça donne. Voilà, donc on va dire c'est vraiment un truc de sécurité parce qu'en même temps que la musique, il y aura sûrement des effets. Il y aura des échos. Tiens, un petit groove delay. Il y aura la voix, il y aura la sirène. Maintenant qu'on a nos effets, on peut ouvrir les effets sur la sirène. Ok, donc voilà, c'était juste pour parler de ces bandes. Donc j'ai gardé les mêmes bandes que celles que j'ai choisies pour la musique. Après, pour ceux qui s'y connaissent mieux, ils savent exactement quelle bande il faut envoyer dans quel ampli. Mais bref, pour les lows jusqu'à 120, dans cet exemple, pour les lows mid 120 à 500, pour les mid 500 à 5 kg, et pour les high 5 kg à 18 kg. Voilà, et ensuite, donc, je me sers des auxiliaires, parce que j'ai créé donc des pistes return, 4 autres pistes return pour faire comme si je mettais des effets, mais j'envoie donc E, F, G et H dans les 4 bandes. Donc il y a toutes les 4 bandes de la musique, la sirène, le micro, et les 4 effets, tout le monde va à fond, gain transparent, quoi, dans ces 4 bandes. Voilà. Donc ces 4 bandes dans cet exemple-là vont dans le master, parce que là j'ai pas 15 amplis derrière, donc ils vont à leur tour dans le master, mais c'était pour montrer l'exemple, et si vous avez besoin de l'envoyer dans vos sorties annexes, vous avez juste à choisir external out et prendre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc dernier petit truc, après on va quand même faire une petite démo après ce long moment passé à parler des faits et de tout ça. Donc forcément on a parlé de tout, de beaucoup de choses, peut-être pas tout le temps dans l'ordre. Donc s'il y a certains points que vous voulez sur lesquels je revienne, et sinon avant vous regardez simplement la vidéo, vous pouvez la mettre sur pause, vous pouvez rembobiner sur YouTube, vous pouvez la lire plus lentement à 0.5 ou à 1.5 plus rapidement quand c'est un peu longué. Bref, vous avez tous les outils déjà, et puis voilà, envoyez un message si vous avez des trucs à suggérer. Et voilà, je voulais adresser aussi un big up à Alexis Premier, donc un frangin qui est sur How Do You Dub, qui a préparé justement lui aussi un préamp avec des crossovers, des effets et compagnie, qui a mis son template à disposition. Donc vous pouvez trouver ça sur le site, le groupe Facebook How Do You Dub, et sûrement qu'avec le temps on va faire évoluer un petit peu l'affaire, quoi. Mais celui-là, il ne sera pas donné en template
Pour la simple et bonne raison que le but, c'est que chacun fasse son préamp. Ok, donc on va quand même le laisser et puis faire évoluer celui d'Alexis Premier pour les vraiment débutants, mais la plupart des gens qui ont les mains dans Ableton, ben c'est un bon truc de pouvoir comprendre et de monter soi-même, parce que peut-être moi-même, quand j'ai fait mon montage, il y a des détails que j'ai omis, parce que c'est pas spécialement ma spécialité. D'habitude, je mixe en piste au studio. Ok, Dubwise. Donc maintenant, on peut assigner 2-3 trucs. Je vais virer l'écho sur ma voix. Donc par exemple, on va pouvoir assigner les mutes. Donc moi, ils sont déjà faits ici, donc je ne vais pas le faire, mais pour assigner, je vous rappelle, on clique sur MIDI ou on fait CTRL-M, on sélectionne et on bouge le contrôleur. Bon, ça, la plupart, on connaît. Pareil, tous les détails, vous avez besoin, vous me demandez dans les commentaires. Donc voilà, ces boutons sont assignés, les faders des 4 bandes sont assignés, si je veux ne pas avoir le même volume sur certains morceaux. Voilà, donc maintenant il va me manquer les effets. Donc les effets, vu que j'ai pas trop de boutons, je vais assigner plusieurs au même fader. Donc je touche pas au grave pour l'instant. Donc l'envoi d'écho numéro 1. Voilà, j'envoie ces 3 bandes avec le même fader. L'envoi d'écho numéro 2, les 3 bandes avec le même fader. L'envoi de reverb partout, les 3 bandes avec un 3e fader. Et la disto sur la basse, sur les basses fréquences. On est bon, on n'est pas bon. Voilà, on est bon. Et donc voilà, là on a les effets. Il nous manque voilà, un petit écho sur la voix par exemple. Et c'est parti. Et c'est parti. Ok, Dubwise. Puis bien sûr, on peut faire de la place maintenant. Hein. Donc là, j'ai mis vraiment quelques contrôleurs. Si vous avez plus de contrôleurs, vous rajoutez aussi les vitesses d'écho sur les contrôleurs, les longueurs de reverb et compagnie, quoi. Un des trucs intéressants à mettre sur le contrôleur, c'est forcément le filtre de la reverb.
Et voilà, donc voilà, dernier petit détail aussi sur les returns. Sur les return tracks, je parle bien des effets, le retour des effets. Donc oui, ils vont tous dans le filtre actif de sortie. Bon, cette histoire de filtre actif de sortie n'est pas nécessaire spécialement, on peut aller directement au master, hein, mais c'était histoire de faire la démonstration, quoi. Et on peut aussi activer sur le drive et les delays en faisant un clic droit et on met Enable, donc activer ce send pour pouvoir envoyer le drive, le delay et le delay dans la reverb. Voilà. Il n'y a que la reverb qui envoie rien nulle part, ni A, ni B, ni C, ni D. Dubwise, à bientôt.